je remercie beaucoup François Villatte d'être venu. Donc, il est maître de conférence à l'ESPCI. Il est responsable de l'équipe interface cerveau-machine au laboratoire plasticité du cerveau. Et parmi ses sujets de recherche et travaux, il travaille énormément, bien sûr, sur le BCI et le traitement de signal EEG dans le domaine notamment de la maladie d'Alzheimer et de la méditation, entre autres. Donc, je lui passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler de modèles et de modèles d'apprentissage impliqués dans le neurofeedback. Alors, juste avant d'en parler, je vais faire un petit aparté. Puisqu'on parle de modèles, je vais citer une phrase d'un des pères fondateurs de la modélisation, qui était George Box. « Tous les modèles sont faux. Certains sont utiles. » C'est très important, cette phrase. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce que je vais vous dire est faux. N'y cherchez pas de vérité. Ce qui est intéressant, l'utilité de ces modèles, ce sont les prédictions expérimentales qu'on peut en tirer. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes d'application clinique pour arriver à déterminer dans quelles conditions le neurofeedback va marcher et comment ça peut marcher. Alors, je vais donner un premier exemple avec un modèle du neurofeedback qu'on retrouve souvent dans la littérature en ingénierie, dont on va rapidement s'éloigner, qui est le modèle de la commande de processus. Donc vous avez un contrôleur qui est le sujet, le cerveau de la personne. Vous avez un système, c'est le fonctionnement dans son intégralité du sujet en interaction avec son environnement. Et le sujet essaye de réguler son comportement et son fonctionnement. Et puis le sujet a des systèmes, des senseurs qui le renseignent sur l'état du monde extérieur. Donc par exemple, ses yeux qui lui permettent de voir. On va dire que le neurofeedback, c'est quelque chose qui rajoute de l'information à ce niveau-là. D'accord, pourquoi pas? Admettons qu'on pose ce modèle. J'ai dit que tous les modèles étaient faux. Est-ce qu'on peut dire qu'un être humain, ça fonctionne comme ça? Déjà, si jamais on reste strictement dans le cadre de l'ingénierie, il y a des conditions pour pouvoir poser ces modèles. L'utilité des modèles est aussi déterminée par leurs limites, les endroits où ils ne fonctionnent plus. Donc, par exemple, un modèle de commande de processus, généralement, va être appliqué sur des systèmes qui sont contrôlables et observables. Contrôlables, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dessus. Et observable, ça veut dire qu'il y a des grandeurs mesurables. J'en parlerai plus tard. En fait, on retrouve les mêmes problèmes dans le neurofeedback. Et puis, on va avoir la contrainte de linéarité. Si jamais je fais une petite modification à l'entrée d'une de ces boîtes, je vais trouver une modification proportionnelle à la sortie. Si ce que j'obtiens est non linéaire avec des grandes variations, on n'arrive pas à poser ce genre de modèle. Donc, logiquement, il faut calibrer le système autour d'un point de fonctionnement. On retrouve les mêmes contraintes dans le neurofeedback, encore une fois. Et puis la précision, on a un objectif précis à atteindre et on mesure cette précision. Donc un ingénieur qui étudie la commande de processus se casse la tête sur ces problèmes. On peut constater tout de suite que ces problèmes ne sont généralement pas abordés dans la littérature et dans la recherche sur le neurofeedback. Il y a quelque chose qui manque. Donc c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre. Comment on peut arriver à définir tous ces termes-là d'un point de vue psychologique et neurologique pour comprendre ce qu'est l'expérience d'un apprentissage avec un neurofeedback. Donc déjà, le modèle de base que l'on retrouve cette fois dans le domaine médical de ce qu'est le neurofeedback. Il y a une variable biologique sur laquelle on essaye d'appliquer une régulation. Donc dans le cas du neurofeedback, ça va être, disons que ce soit un patient ADHD, une régulation des mécanismes de l'attention. Vous remarquez que ce modèle en fait, peut s'étendre au biofeedback en général. Et puis, le sujet va avoir une perception interne de cette variable. Il essaye de la réguler. On dit qu'il fait une discrimination lorsqu'il perçoit la variable. Et puis ensuite, il va essayer de réguler cette variable, la modifier, donc il fait une autorégulation, self-maintenance. Il va changer la variable, il peut agir dessus. Donc il y a à la fois la perception et l'action. On retrouve la contrôlabilité et l'observabilité. Que va faire le signal de biofeedback? Dans le cas du neurofeedback, le signal de neurofeedback. On va avoir un signal qui est mesuré et on va essayer d'aller entraîner les capacités de discrimination et d'autorégulation. Donc c'est une forme de rééducation ou de kinésithérapie appliquée à deux fonctions qui sont de l'ordre de la cognition. On voit bien que ce modèle est insuffisant parce qu'on ne sait pas ce qu'on entend par discrimination, on ne sait pas ce qu'on entend par autorégulation. On est en train de parler de quelque chose de flou. Quelles sont les limites de ce modèle? Dans quel cas il sera faux? Ce n'est pas quelque chose qui est discuté. Pour pouvoir le discuter, il va falloir se pencher sur des questions qui sont plus de l'ordre de la psychologie. Et si on essaye de rentrer dans la psychologie pour étudier le neurofeedback, on a ça. Alors, je ne vais pas vous le présenter en 20 minutes.
Ce serait complètement absurde. J'ai pas envie de vous torturer. Mais en gros, c'est ça qui se passe dans la tête d'un sujet qui vit un neurofeedback. Je vais vous en présenter seulement des éléments, mais je pense que ce slide résume assez bien le fait qu'il y a énormément de choses à étudier pour comprendre ce qui se passe lorsqu'un neurofeedback a lieu. On va d'abord parler de psychologie et ensuite je parlerai des contreparties en neurosciences des mécanismes d'apprentissage qui ont lieu. Alors, quand on parle d'apprentissage, si vous avez un tant soit peu de formation en psychologie comportementale, vous allez vous rappeler de Pavlov, de Skinner et des conditionnements. Beaucoup d'articles dans la littérature parlent de conditionnement opérant, qui est plus en lien avec les conditionnements skinnériens, pour expliquer le neurofeedback. Qu'est-ce que c'est qu'un conditionnement opérant ? Alors le conditionnement déjà, opérant et répondant, pardon. On va avoir un stimulus, l'organisme va réagir avec une réponse et on aura un renforcement. Si c'est le comportement qui est renforcé, c'est un conditionnement skinnérien. Si jamais par contre il n'y a pas de distinction de comportement, on est sur un comportement pavlovien. Alors, quel est le signal de renforcement dans un neurofeedback ? Disons que ce soit ça, le mécanisme. Ce serait une récompense externe, extrinsèque, l'expérimentateur qui apporte quelque chose. L'enfant est en train de faire du neurofeedback, je lui donne un bonbon. Admettons que ce soit ça, on pourrait aller le tester, il y a des modèles animaux qui ont été utilisés pour vérifier si effectivement en donnant à manger à un singe, en lui donnant du jus d'orange, il allait apprendre à réguler le fonctionnement de son cortex préfrontal. Alors là c'est plus avec des signaux obtenus avec des électrodes implantées, donc quelque chose d'invasif. On mesure l'activité du cortex préfrontal et on va fournir au singe de la nourriture seulement s'il régule son activité. On a un petit problème pour appliquer ça à l'être humain. Je ne pense pas que dans la clinique, ce soit facile de priver un enfant de nourriture pendant un mois et le nourrir seulement lorsqu'il réussit son neurofeedback. Alors néanmoins, c'est quelque chose qui a été utilisé, en particulier dans les modèles de feedback implicite. Donc si je reprends mon histoire de modèle de l'ingénierie du neurofeedback, le feedback va apparaître ici comme une fonction externe qui mesure la performance du sujet et qui va jouer sur le système, sachant que le système, c'est la personne et son environnement. Donc, la chose sur laquelle l'enfant, qui est ADHD et pour lequel on voudrait une modification, est en train d'utiliser. Donc ça pourrait être par exemple un jeu vidéo. Disons qu'on prenne un enfant, qu'on le place dans un jeu vidéo, et lorsqu'il régule ses mécanismes attentionnels, alors le jeu vidéo lui apporte des aides, des facilitateurs pour accomplir sa tâche, ou une modulation de la difficulté. Dans ce cas-là, le feedback est implicite. Il y a effectivement présence d'une récompense explicite externe, mais elle n'est pas directement liée avec le fonctionnement cérébral, l'enfant n'y a pas accès. Effectivement, dans ce cas, on peut admettre une modélisation avec des récompenses externes simples. Maintenant, la plupart des neurofeedbacks fonctionnent plutôt sous cette forme-là, où on va avoir un feedback qui est présenté directement à l'entrée. On ne va pas modifier le jeu vidéo, on présente au sujet son activité cérébrale et on lui demande de moduler son activité cérébrale. Là, dans ce cas, la récompense est beaucoup plus complexe. En particulier, parce que si jamais on prend un enfant et qu'on lui donne un bonbon, des fois, ça va dégrader ses performances plutôt que de les augmenter. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cet effet de surjustification. Si je prends des enfants à la maternelle, que je divise en 3 groupes, je vais prendre le premier groupe d'enfants et je leur dis « si vous dessinez des jolis dessins, je vous donnerai un bonbon ». Le deuxième groupe d'enfants, je leur dis rien, mais ceux qui ont dessiné, je leur donne un bonbon. Et le troisième groupe, je ne fais rien du tout. En fait, ce qu'on observe, c'est que le groupe 1, celui à qui on a dit « vous allez recevoir une récompense », vont avoir une augmentation de performance au moment de la tâche, mais la semaine suivante, une dégradation de performance, ils vont arrêter de dessiner. Pourquoi ? Parce que les enfants ont associé le fait de dessiner à un travail, donc à quelque chose de rébarbatif. Donc la fois d'après, puisqu'ils veulent s'amuser, ils ne dessinent plus. Le groupe 2, par contre, ne va pas avoir de dégradation, parce qu'il n'était pas au courant qu'il aurait une récompense. Donc pas évident de reproduire les conditions du groupe 2 dans le cas d'un neurofeedback. Donc qu'est-ce qu'il va falloir étudier ? Ce qu'on appelle les récompenses intrinsèques. Autrement dit, les théories de la motivation. Donc, puisqu'on parle de motivation, on va distinguer les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Tout ce qui est motivation extrinsèque, c'est effectivement le bonbon, ou pour un être humain arrivé à l'âge adulte, le fait de toucher un chèque. Par contre, la récompense intrinsèque, ça va être tout ce qui est lié au développement de soi, donc l'autonomie, la maîtrise,
Et on va trouver dans le neurofeedback 4 variables qui vont être particulièrement importantes, et je vais insister sur la dernière. Donc la capacité de maîtrise, la capacité d'autonomie, la capacité de faire du sens par rapport à la tâche en cours, et en particulier en lien avec les autres. C'est très motivant pour un être humain d'avoir des renforçateurs sociaux. Et puis le dernier, c'est l'état de flux, qui est parfois traduit état de flow, dont je vais parler tout de suite, qui est en fait un état de motivation qu'on rencontre particulièrement dans les jeux vidéo, où on perd la notion du temps, et qui est un motivateur très puissant. Assez simplement, si jamais je place sur un axe les compétences d'une personne et le niveau de difficulté de la tâche en cours, si la difficulté est trop élevée par rapport à son niveau de compétence, la personne va être stressée, elle va être anxieuse. Si par contre son niveau de compétence est très élevé par rapport à la difficulté de la tâche, elle va s'ennuyer. Ce qui va motiver quelqu'un à rester accroché dans la tâche, c'est quand elle va être dans cette zone de maîtrise où on a un bon équilibre entre le challenge et les capacités de l'individu. J'en reparlerai tout à l'heure, ça a une grande importance. Cet état de flux, c'est une des explications sur l'effet des jeux vidéo type Serious Games, mais aussi sur les mécanismes du neurofeedback. Je vais reparler maintenant d'un modèle plus étendu de feedback que celui qu'on retrouve généralement dans la littérature, qui est le modèle d'apprentissage de compétences ou skill learning. Donc on va avoir un sujet qui a un objectif. Avec ses fonctions cognitives, il essaye de corriger son état, c'est-à-dire son comportement. Son organisme interagit avec l'environnement, c'est le processus, et on va obtenir le résultat. On peut mesurer ce résultat à la fin du comportement, ça va être une mesure rétrospective, ou dans le cadre de la mise en place du comportement, ça va être une mesure prospective. Le sujet a accès à ce type de mesure. Admettons que vous soyez en train de jouer au tennis. Le fait d'observer comment vous placez votre main et la force avec laquelle vous frappez la balle, c'est une mesure prospective. Vous êtes sur la performance. Si par contre vous observez le fait que vous marquez des points ou que vous perdez la partie, vous êtes sur le résultat. Qu'est-ce que ça va être un feedback? C'est présenter un signal, soit sur le résultat, soit sur la performance qui est externe et qui se superpose au signal interne. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question ce matin dans l'Assemblée, quel est l'intérêt de fournir un signal externe si on a déjà le signal interne? C'est une très bonne question. On va en reparler par la suite, mais c'est le fond de l'apprentissage par compétence. Qu'est-ce que c'est? Un apprentissage par compétence, c'est un étayage. La théorie typique de l'apprentissage et du développement en psychologie du développement, c'est celle qui a été développée par Piaget. L'enfant est en train d'apprendre en menant ses propres expériences. Il est dans une zone avec ses capacités où il est autonome. On a des détracteurs de Piaget, en particulier Vygotsky, qui vont introduire une théorie complémentaire qui est importante en particulier dans l'apprentissage du langage. L'enfant va apprendre des choses en interaction avec un tuteur. Il est capable de faire un certain nombre de tâches lorsqu'il a un tuteur qui l'aide. On appelle ça la zone proximale de développement. Ce que l'enfant sait faire à un temps donné avec un tuteur deviendra partie de sa zone d'autonomie dans le futur. Donc fournir un étayage, c'est permettre à un sujet de faire des choses qu'il est incapable de faire pour que plus tard, il puisse y parvenir sans l'étayage. L'étayage, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre d'ajuster son anxiété ou son ennui pour le maintenir dans l'état de flux, dans le flow state, dans le cadre de la tâche. S'il reste dans le flow state, il est motivé, il effectue la tâche, il réussit et donc il apprend. Alors, puisqu'on parle d'étayage, dans quelles conditions un étayage va-t-il fonctionner? On va s'intéresser aux théories de la charge cognitive. On peut décomposer, lorsqu'on effectue une tâche, les différents éléments de la tâche pour étudier la charge que ça représente pour l'individu. Effectuer une tâche, c'est cela représenter en mémoire de travail et manipuler des informations psychologiques en interne. On a une limite à cette capacité cognitive qui s'appelle l'empamnésique. Si jamais j'ai un cours de maths, mon professeur va me donner un cours et va m'expliquer la tâche, c'est la charge extrinsèque. Si mon professeur parle en chinois, cette charge va être beaucoup plus élevée. Donc si l'information est difficile à décoder, cette charge augmente, c'est la mauvaise charge, ça va m'empêcher de faire la tâche. La charge cognitive intrinsèque, ça va être le calcul mental, c'est ce qu'on doit faire pour résoudre la tâche. Quel que soit le degré de complexité d'acquisition de l'information, cette charge existe. Et puis il reste la charge essentielle, c'est celle qui est dédiée à l'apprentissage en lui-même.
Si la charge extrinsèque est trop élevée, la charge essentielle va diminuer. Ces deux charges sont en compétition. Donc on apprend lorsque la charge extrinsèque est basse. Autrement dit, lorsque l'étayage permet de réduire la charge extrinsèque, autrement dit de réduire l'effort de concentration du sujet. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? On va observer, et là on est toujours dans des théories qui viennent de la psychologie du développement, la formation de ce qui s'appelle des schèmes ou des schémas cognitifs qui vont être la construction d'entités psychologiques qui sont plus faciles à maintenir en mémoire de travail parce qu'elles sont organisées et cohérentes. Au départ, lorsque je fais du calcul mental, je vais devoir combiner des éléments disparates. Je suis un enfant de 10 ans, je ne sais pas faire du calcul mental, cela me demande beaucoup de concentration et je dois observer différents éléments, les maintenir dans ma mémoire de travail, ce qui est une tâche très lourde pour le cortex préfrontal, ça va me fatiguer. Donc on va avoir une charge intrinsèque élevée. Et puis, puisque j'apprends, j'ai eu un étayage, je suis en train d'apprendre, je vais rajouter une charge cognitive essentielle, ça va être encore plus dur. Apprendre, c'est plus dur que faire. Mais sur le long terme, on va intégrer les différents éléments, donc le contrôle exécutif va devenir plus léger, puisque ces éléments interagissent entre eux, et je vais réduire la charge cognitive intrinsèque. Il y a donc 3 étapes dans l'apprentissage. Une étape où j'ai la tâche et une charge cognitive relative. Et puis, lorsque j'apprends, la charge cognitive augmente. Et ensuite, après l'apprentissage, la charge cognitive redevient plus basse. On va maintenant parler des correspondances en neurosciences de ces théories psychologiques. La première, c'est le lien avec l'agentivité et la fluidité. Alors, la fluidité, ça va être le lien avec le fait que j'effectue un effort dans ma tâche. J'ai parlé tout à l'heure de l'état de flux. Si jamais l'état de flux n'est pas atteint, si je suis dans un état anxieux ou dans un état d'ennui, j'ai une perception du fait que mon effort sur la tâche n'aboutit pas à une conséquence. Et j'ai une mauvaise maîtrise de la tâche. Ça va être la fluidité qui est plutôt monitorée par le cortex cingulaire antérieur et le cortex préfrontal dorsolatéral. On va avoir ensuite une interaction avec le gyrus angulaire qui, lui, va déterminer le fait que je suis l'auteur de la tâche. Ça va être plutôt l'autonomie. C'est moi qui agis. On n'aura pas formation de ce concept d'agentivité si le gyrus angulaire ne s'active pas. D'ailleurs, si on le désactive par TMS, le sujet a l'impression qu'il n'a pas de prise sur la tâche et que ce n'est pas lui qui l'effectue. Il perd le sens de l'agentivité. Sans le sens de l'agentivité, on n'a pas de déclenchement des motivateurs intrinsèques. Autrement dit, puisque le sujet ne se reconnaît pas dans la tâche, il a l'impression que ce qui arrive a lieu par hasard et donc il n'apprend pas. Autrement dit, les aires qui sont impliquées dans l'apprentissage ne sont pas actives. Lorsque la fluidité se déclenche, lorsque le sujet perçoit qu'il a une influence sur la tâche, on va avoir une interactivité avec la perception des erreurs qu'on peut mesurer. On peut mesurer par exemple en électroencéphalographie des potentiels évoqués, c'est la négativité d'erreur qui est détectable même en temps réel et qui permet de mesurer le fait que le sujet perçoit qu'il fait des erreurs. Pour être plus précis, dans le cas d'un apprentissage de neurofeedback, ça va être la négativité d'erreur sur le signal de feedback. Le sujet effectue sa tâche et on lui montre un feedback soit du résultat, soit de sa performance. À ce moment-là, le sujet peut être surpris. S'il est surpris par la tâche, il peut se remettre en cause et les centres de récompense vont s'activer. Donc on voit bien là que le mécanisme d'apprentissage s'appuie sur une remise en cause et la stimulation des motivations intrinsèques. On n'est pas dans une tâche de récompense avec un bonbon à la clé. Quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, c'est très intéressant. Il y a effectivement une étude récemment qui crée un lien entre neurofeedback et le striatum. Et on retrouve l'activité du striatum dans les mécanismes de dépendance. On les retrouve aussi dans les jeux vidéo, en lien avec le fun dans les jeux vidéo, qui est en fait l'état de flow, l'état de flux dont je parlais tout à l'heure. Donc lorsque le sujet va être motivé, lorsqu'il va avoir perception de fluidité et d'agentivité, parce que l'étayage a fonctionné, alors on va avoir une activité dans le striatum, et le sujet va avoir des relargages de dopamine qui vont stimuler l'apprentissage et donc la formation des schémas dont je parlais tout à l'heure. On peut mesurer directement avec des marqueurs neurophysiologiques le fait que ces récompenses ont lieu. La P300, qui est un marqueur assez classique étudié en neurophysiologie, est proportionnelle à la magnitude de la récompense perçue par le sujet.
Et le signal de feedback négativité dont je parlais tout à l'heure est lié à la valence, c'est-à-dire le fait que le sujet attribue que la récompense lui apporte quelque chose ou qu'elle est négative, récompense ou punition. Donc on peut trouver directement l'interprétation subjective du sujet avec des marqueurs objectifs. Puisque le schéma va se former, il va se former progressivement et par abstraction. Je reprends ici un modèle qui a été publié en 2011 sur la construction de ces schémas, qui sont des entités organisées dans la mémoire à long terme. L'hippocampe va interagir avec des zones du néocortex, et au départ, on est dans un fouillis. Le schéma n'est pas intégré, donc on a plusieurs éléments qui sont actifs en même temps. C'est pour ça que la charge cognitive est élevée. Et progressivement, on va avoir une activité synaptique qui va s'appauvrir pour se recentrer vers ce qui est le plus pertinent. À terme, on va avoir un schéma intégré qui est moins difficile à maintenir, c'est-à-dire que le cortex préfrontal va moins interagir pour le maintenir en mémoire de travail, mais ça signifie qu'il faut du temps. Donc un mécanisme d'apprentissage avec tous les défauts des mécanismes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs jours, des séances espacées. Tout ce que je viens de vous présenter, comme je vous l'ai dit, c'est faux. Maintenant, il faudrait que ça devienne utile. Pour que ça devienne utile, on va essayer d'en tirer quelques prédictions sur ce que le neurofeedback peut faire et ne pas faire et dans quelles conditions ça va fonctionner. Donc, je vais vous parler des 5 plus grosses erreurs de conception qu'on retrouve généralement dans les méthodes de neurofeedback qui ne marchent pas. Donc, en premier, prenons l'histoire de ce cockpit. Je suis un apprenti pilote. Je veux apprendre à piloter cet avion. Vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. C'est une tâche complexe. La charge cognitive est élevée. Disons que je veuille aider ce pilote. Je vais lui fournir un signal de feedback. Donc je vais mesurer son activité interne et rajouter des capteurs supplémentaires pour qu'il ait plus de précision par rapport à la position de l'avion. Autrement dit, je vais charger au maximum sa charge cognitive extrinsèque, histoire qu'il n'ait plus aucune charge cognitive essentielle. Le pilote ne va rien apprendre, il est complètement largué. Donc ça, c'est un problème de fond et qu'on retrouve avec des méthodes de neurofeedback où on a des systèmes qui flashent avec des sons et des lumières dans tous les sens et où l'utilisateur est tellement saturé qu'il ne risque pas d'apprendre. Tout ça, ça peut être contrôlé. Comment peut-on contrôler le fait que le signal de feedback est perceptible et que le sujet peut l'utiliser ? Déjà, on va utiliser des signaux de feedback précis. Je reviens sur ce qui a été dit ce matin. Un signal de feedback précis, ça signifie utiliser des interfaces cerveau-machine cognitives et les outils qui ont été mis au point dans ce domaine. Utiliser l'apprentissage statistique, utiliser des modèles qui utilisent toute la richesse du signal. Plus le signal sera précis, plus il y a des chances que le sujet puisse l'utiliser. La deuxième chose, il va falloir contrôler la charge cognitive du sujet. Il y a des outils pour ça. Par exemple, il y a une échelle validée, qui est l'échelle de charge cognitive de la NASA. Il est intéressant, je le signale pour juste après, que dans cette échelle, on retrouve la frustration. Ça n'est pas quelque chose qui est là aléatoirement. Et puis, on va pouvoir observer l'apprentissage. Et là, j'ai une prédiction relativement forte sur cet apprentissage qui vient de la psychologie du développement. Si l'apprentissage fonctionne, on observera une courbe en U. Donc, c'est quoi une courbe en U ? Si on mesure la performance du sujet dans la tâche au début, elle va être à un niveau donné. Ça correspond à sa charge intrinsèque. Lorsqu'on évolue dans le temps, pendant l'apprentissage, la charge essentielle va se rajouter, plus éventuellement les charges extrinsèques si j'ai mal fait mon design, et là, la performance va chuter. Et ce n'est qu'après la réussite du protocole de feedback que la charge intrinsèque va diminuer et qu'on devrait voir une augmentation de la performance. Si vous regardez dans la littérature les publications sur le biofeedback et sur le neurofeedback, vous verrez que beaucoup d'auteurs rapportent le fait qu'ils observent cette courbe en U et sont surpris et disent « je ne comprends pas pourquoi les performances des sujets se dégradent pendant l'apprentissage et après ils deviennent meilleurs ». L'explication est relativement simple. Deuxième problème, sur nos 5 problèmes, disons que je veuille apprendre à conduire avec les yeux bandés. Je vais fournir un feedback à mon sujet, je lui enlève le bandeau. Est-ce que mon sujet apprend réellement à conduire les yeux bandés ? Non, parce que si je lui remets le bandeau, il ne sait pas plus conduire. Là, ici, on file au sujet un signal très intéressant de feedback, mais il n'a pas de signal interne. Comment peut-il réguler un signal interne si ce signal n'existe pas ?
Donc ceci va partiellement répondre à la question. J'ai répondu en 2 points à la question de tout à l'heure, savoir pourquoi c'est intéressant de fournir ce signal externe s'il y a un signal interne. S'il n'y a pas de signal interne, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Donc le signal interne n'est pas là pour remplacer le signal d'apprentissage, il est là pour le pallier, pour fournir un étayage. Comment faire en sorte que le sujet ne devienne pas dépendant au signal de feedback? On va utiliser une stratégie d'autonomie. Donc cette stratégie d'autonomie, elle a été publiée en 1990. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Malheureusement, elle n'est pas utilisée par la plupart des études sur le neurofeedback. Et c'est pour cette raison qu'on n'observe pas nécessairement de gain à long terme. Le feedback doit être aussi près que possible de la réalité. Ça peut être mesuré, c'est-à-dire qu'on doit étudier la corrélation entre le signal de feedback et la performance réelle. C'est ce qu'on appelle la validité prédictive. J'ai plus de piles. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre en place une stratégie d'autonomie progressive, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la tâche, le signal de feedback doit disparaître. Et à la fin de la tâche, il ne doit plus y avoir de signal, ce qui fait que le sujet doit progressivement apprendre à utiliser son signal interne. Autrement dit, au début, il a en proportion 10% de son signal interne et 90% du signal externe, et progressivement, ces pourcentages s'inversent. C'est là que le signal externe est utile au sujet et qu'il fournit un étayage. Troisième problème, donc je vais vous parler d'une petite leçon de natation. Prenons un enfant de 5 ans, on va lui apprendre à nager en le jetant dans une piscine. A priori, il va couler à pic. Donc, comment l'enfant va-t-il apprendre? Il va apprendre parce qu'on lui fournit une tâche où le niveau de difficulté est progressif, de façon à ce qu'il ait des sujets partiels. Ça, c'est la favorisation de la fluidité dont on parlait tout à l'heure. Cela signifie qu'il va falloir calibrer le système et au fur et à mesure ajuster le niveau de difficulté et les signaux fournis par le feedback, donc recalibrer la mesure cérébrale. Tout à l'heure, j'avais parlé des limites des modèles de commande de processus. L'une des limites, c'est le fait de fonctionner autour d'un point de fonctionnement pour avoir un comportement linéaire. Le cerveau humain, c'est vraiment pas linéaire. Donc c'est très important, effectivement, d'avoir cette calibration adaptative. Ça explique aussi en partie pour quelles raisons chaque sujet fonctionne différemment et qu'il est très important d'adapter le modèle à chaque sujet. Ensuite, le facteur humain. Comment utilise-t-on un système de neurofeedback? Est-ce qu'on place le sujet face à une machine sans adresser la parole au sujet? Il y a des conditions expérimentales. On a au début un dialogue avec le sujet, avec la personne, le patient qui va suivre la thérapie de neurofeedback. Quelle est l'interaction humaine? Comment a-t-elle lieu? La personne humaine fournit un étayage. C'est le principe des psychothérapies. Or, dans la plupart des études sur le neurofeedback, cet élément clé est passé sous silence. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas précisément les conditions expérimentales, comment la tâche a été annoncée au sujet et comment il a interagi avec l'expérimentateur. On retrouve aussi ce problème d'ailleurs dans la motivation, je vais en reparler. Alors, puisqu'on parle de neurofeedback, il s'agit d'une tâche d'apprentissage, donc d'une tâche dans laquelle le sujet se concentre pour faire une tâche. Disons que je vous demande de trier des grains de sable un par un. C'est fastidieux, vous êtes d'accord? A priori, vous pouvez le faire si vous êtes très motivé. Est-ce que vous arriveriez toujours à le faire si l'immeuble était en feu? Donc là, ici, on a un petit problème. On parle des théories de la motivation. La motivation intrinsèque, elle va être en lien avec l'ennui, elle va être en lien avec le stress, qui sont eux aussi passés sous silence. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi le neurofeedback marche mieux sur les patients souffrant de déficit de l'attention sans hyperactivité que sur ceux qui fonctionnent, que sur ceux qui ont une hyperactivité. Les patients souffrant d'hyperactivité ont des rapports avec la frustration et l'anxiété très différents. Donc, des problématiques de motivation beaucoup plus complexes. Ce qui signifie qu'il faut contrôler ces facteurs de motivation en particulier pour ces populations-là. Donc, le neurofeedback doit être amusant. Si jamais la tâche est ennuyeuse à mourir, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle ait un effet positif. On peut contrôler ce facteur, cet amusement, avec des échelles de motivation subjective et donc valider si le protocole utilisé est motivant ou pas.
Encore une fois, on retrouve, comme je l'avais dit, le facteur humain, parce que l'intervention d'un être humain est un motivateur social qui est très important pour l'homme. On peut mesurer les corrélats de ce renforcement en utilisant la P300 et les mesures d'erreurs relatives sur les feedbacks qui vont indiquer la présence d'une récompense, donc d'une motivation. Ceci pose un autre problème, puisque j'ai parlé du fait qu'il y avait un facteur humain à 2 reprises. Comment peut-on mener une étude contrôle sur du neurofeedback ? Vous êtes au courant de ce qu'est une étude contrôle, en tout cas toute la population clinique dans la salle sait à peu près ce que c'est. Si on veut étudier l'effet des pilules que j'ai appelées pilules A sur la migraine, je vais prendre un autre groupe de pilules dans lesquelles je vais mettre du sucre et puis aléatoirement je vais les distribuer à mes patients. Le médecin n'est pas au courant de la distribution aléatoire, on ne sait jamais, il pourrait avoir une influence en laissant passer dans sa communication le fait qu'il traite certains patients et d'autres non. Par conséquent, les patients ignorent totalement si le traitement qu'ils reçoivent est le traitement réel ou s'il s'agit juste d'un placebo, ce qui permet de vérifier l'efficacité du système par rapport à un placebo. Donc, pour construire un placebo pour un traitement neurofeedback, on va devoir présenter un signal aléatoire. Oui, sauf qu'il n'y a pas que le signal. Je le rappelle, les conditions expérimentales sont très importantes. Dans certaines études qui effectuent des études avec un groupe contrôle, on retrouve des conditions expérimentales extrêmement stimulantes en termes de motivation sociale. Ce qui signifie que si d'une part on ne trie pas les patients et qu'on prend des patients tout venant avec des patients hyperactifs et des patients avec des troubles attentionnels seuls, qu'on mélange ces patients et qu'on les met face à des intervenants qui leur demandent de rester calmes, de se relaxer et qui, à la fin de la session, les encouragent, en fait, on est dans le cadre d'une thérapie cognitive. Et il est logique que le groupe contrôle ait un effet. Donc, étudier les contrôles pour vérifier ce qui se passe en termes d'interaction avec le patient est un point critique. Le dernier point, je vais essayer de le faire rapidement, je pense que cette vidéo est la meilleure expression du problème. J'espère que vous allez l'entendre. Alors, je ne vais pas la passer jusqu'au bout. Vous trouverez ça, le Star Wars Force Trainer, vous le trouverez sur YouTube. C'est assez amusant à voir. Est-ce qu'on peut utiliser le neurofeedback pour apprendre à faire léviter des objets? Bien sûr que non. C'est évident que cette vidéo parle plus de relaxation ou autre. Qu'on est sur un jeu qui ressemble à un jeu vidéo avec un feedback implicite. Oui, mais ça ne change rien au fait que est-ce qu'on pourrait, avec le neurofeedback, apprendre à faire de la télékinésie, de la télépathie ou n'importe quoi d'autre? Dans le fond, non. Comme je le disais, il va falloir cibler quelque chose qui existe. Il faut que le sujet ait accès à ce signal de feedback interne. S'il n'y a pas accès du tout, il ne peut pas le réguler. On ne va pas faire pousser des ailes au sujet. On ne va pas faire remarcher un tétraplégique. Ce qui signifie qu'il faudrait l'évaluer et vérifier quel est le degré de maîtrise et de perception du sujet sur la capacité cognitive. Quelle est la fluidité du sujet par rapport à cette capacité cognitive? Bon. On rajoutera une autre contrainte par rapport à la possibilité d'apprendre, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Il faut du temps pour mettre en place un apprentissage et une plasticité cérébrale pour que l'apprentissage se grave dans la mémoire à long terme. Donc on ne peut pas faire de neurofeedback en une session. Voilà, je vous remercie pour votre attention.